Je vais commencer par une petite présentation. Alors, Paul, tu as la bibliographie qui va être, on va dire, la plus hétéroclite, puisque tu as des livres adultes, des livres jeunesse, tu as des livres écrits à quatre mains, tu as de la BD aussi, et bien sûr, des séries littéraires. Je te laisse faire un petit... Oui, je fais complètement n'importe quoi commercialement. On m'a dit il vaut mieux écrire le même roman tous les ans, comme ça tu auras un public fidèle. Et j'ai fait le contraire. On est fidèle quand même, t'inquiète pas. Alexiane, toi, tu as déjà publié une vingtaine de romans adultes ou jeunes adultes, avec un seul one-shot, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et après, beaucoup, beaucoup de séries. Oui. J'en suis à au moins 3 trilogies, une duologie, 2 duologies. Et là, j'ai mon one-shot. Et j'ai une nouvelle duologie qui sort chez Michel Lafon, donc le 17 octobre. Et un autre one-shot chez Plume Blanche. Ah, super, un one-shot. Et donc, toi, Thomas, aussi, tu as une très belle bibliographie aussi, avec plus d'une vingtaine de titres publiés. J'ai vu que tu avais des nouvelles aussi, et donc des séries littéraires. Exactement, j'ai 3 sagas, Drake Carter, Murder by Magic et un 4 romains, Les Mystères Fantastiques de Paris. Et ensuite, des one-shots en comédie romantique et plein de nouvelles de Noël, parce que je suis un fan de Noël, donc forcément je fais des nouvelles, et donc ce qui fait à peu près une vingtaine en moins de 10 ans. Je suis prolixe, on dirait, mais waouh. C'est bien, bravo. Alors, le thème d'aujourd'hui, bien sûr, ce sont les séries littéraires. Et on va essayer de comprendre comment vous avez imaginé vos intrigues et comment vous en êtes arrivé à écrire 1, 2, 3 romans sur le même thème ou avec les mêmes personnages. Alors, on va commencer par Paul. Paul, tu vois que tu as présenté Calam en premier, ça tombe bien. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer Calam et qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire 2 tomes dans la série Calam? Est-ce que c'est Maura? Est-ce que c'est l'univers? C'est une bonne question parce que avant d'écrire Calam, je n'écrivais pas de série. J'étais connu pour être l'auteur de fantasy qui ne faisait que des one-shots. Par exemple, comme celui-ci là. Et les gens me disaient ah c'est bien, tu fais des one-shots, c'est différent d'habitude. Mais alors pour Calam, j'avais pas assez de place en fait. Plus près, comme ça. J'avais pas assez de place pour écrire mon histoire. Alors mon éditeur m'a dit ça serait bien de faire une trilogie comme tout le monde un peu, Paul, s'il te plaît. En fantasy, c'est ce qui se fait. Donc je lui dis bien sûr, je vais faire une trilogie et en fait j'en ai que 2. Parce que c'est quand même un peu difficile pour moi de dépasser le nombre psychologique de 2, j'ai l'impression. Et c'est pas vraiment une série, c'est pas comme Harry Potter, vous avez une histoire, une grande histoire, mais chaque tome est relativement indépendant, vous avez une intrigue qui se termine à la fin de chaque tome. C'est une histoire coupée en 2, Calam, c'est une grande histoire. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, vous pouvez pas vous arrêter au tome 1 et vous dire oh tant pis, je vais m'arrêter là, c'est pas possible. Je confirme, j'ai relu Calam pour préparer cette table ronde, mais j'avais lu Calam à sa sortie. Et à la fin, j'étais frustrée. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont lu Calam dans la... Alors, si vous devez investir, achetez les 2 en même temps. Parce qu'en fait, à la fin du premier, vous allez vous retrouver... Ah, mais il n'y a plus rien à la page d'après. Et ouais, il n'y a plus rien à la page d'après. Il y a des gens qui ont attendu 3 ans. Entre les 2 séries, entre les deux tomes. Mais alors, récemment, j'ai appris à faire des vraies séries, mais plutôt pour un public plus jeune. C'est... Kéo, là, c'est pour 7-8 ans. Je trouve ça plus facile pour les plus jeunes. Où là, on a vraiment une vraie série, comme je ne pensais pas pouvoir faire, c'est-à-dire une histoire indépendante à chaque fois, et en même temps les mêmes personnages, et une grande histoire qui évolue peu à peu. Pour les plus jeunes, de toute façon, on n'a pas trop le choix, puisque les éditeurs nous demandent des séries, puisque les lecteurs, les petits, sont assez fidèles à des personnages. Donc une fois qu'ils ont commencé, ils aiment bien acheter un tome 2, un tome 3, un tome 4. C'est dommage d'en faire un seul. Et l'éditeur ne va pas investir sur un seul tome unique. Voilà. Ça, c'est vrai pour les enfants, mais c'est assez vrai aussi pour les adultes, parce qu'une fois qu'on a découvert un univers, on aime bien approfondir.
Par exemple, moi j'ai découvert aussi donc l'écriture de Thomas dans Murder Magic dernièrement, et donc ça fait partie des achats que je vais faire sur le salon parce que je veux absolument connaître la suite des aventures de Dylan et de Jim. Est-ce que ce sont ces personnages justement qui te poussent à écrire une série comme ça et de continuer? Pour Murder by Magic, j'ai commencé à l'écrire pendant le début du confinement parce que en tant que prof, c'était très difficile de faire cours avec mes élèves. Déjà, en tant que prof de physique-chimie, quand j'essayais de me connecter, bizarrement, ils ne se connectaient pas. Par contre, mon conjoint, qui est prof d'espagnol, bizarrement, il y avait du monde. Donc, je me suis dit, je ne vais pas le prendre personnellement. Bon, un petit peu, mais voilà. Donc, il fallait que je m'occupe. Et donc, j'avais cette idée d'un couple qui, sur le papier, était assez différent. Donc j'avais Jim qui est un sorcier très sarcastique, un ancien flic, et son fiancé Dylan qui est un loup-garou, forcément goinfre et extrêmement maladroit. Et donc les deux matchaient, dans ma tête ça matchait très bien. Et en fait j'aime tellement ces deux personnages que déjà c'est assez difficile de pouvoir les lâcher. Et j'imagine toujours le pire pour eux, mais dans les situations les plus ubuesques et les plus fantasques. Et c'est vraiment de voir la situation entre un qui est complètement blasé par les conneries que va faire son mec, et le lecteur attend forcément la connerie que va faire Dylan. Et voilà, pour certains, c'est même des lecteurs qui me disent qu'il faudrait peut-être qu'il lui arrive ça. Et j'ai fait, ouais, je note, et je note vraiment. Et donc des fois, là, dans le tome 4, c'est... quelques anecdotes que m'ont sorti les lecteurs et que j'ai rajoutées. Donc même eux, ils sont très attachés à ces deux personnages. Et, mais c'est vrai que quand on est très attaché à des personnages, notamment pour ces deux-là, c'est vrai qu'on a du mal à les lâcher. Mais au bout d'un moment, il faut quand même finir l'histoire. On peut faire une boucologie, mais si c'est pour que la qualité s'amoindrit au fur et à mesure, c'est pas intéressant. Et toi, Alexiane, en fait, comment tu as travaillé sur Tiziri ou sur les autres séries? Tu prévois un arc narratif dès le début? Par exemple, dans Tiziri, je sais que là, tu viens de sortir un spin-off, donc Kael. Et personnellement, quand j'ai lu Tiziri, le tome 1, à la fin, j'étais un peu frustrée aussi, comme dans Calam, mais j'avais la chance, j'avais déjà le tome 2 à la main. Et en fait, je me suis dit, mais c'est intéressant la façon dont elle a monté son histoire, comment elle a créé cet arc narratif, en fait, où on avance petit à petit dans l'histoire, et plus on avance, plus on a l'impression que on reprend son souffle. Tu crées ça dès le début ou ça vient au fur et à mesure? Non, moi, ça vient complètement au fur et à mesure, tout simplement parce que je suis vraiment du type jardinière. Donc, contrairement à Paul, moi, j'aimerais bien écrire des tomes uniques parce que je me lasse très vite, en fait, de mes propres histoires. J'aime beaucoup créer, découvrir mes univers. Mais une fois que je suis dedans, poursuivre avec le tome 2 ou tome 3, c'est beaucoup plus compliqué pour moi parce que je connais déjà bien mes personnages, mon univers, etc. Et j'ai souvent envie de passer à autre chose. Et en fait, quand j'écris, quand je commence un roman, que ce soit un one-shot ou bien une série, je ne sais jamais où je vais. Donc je construis au fur et à mesure et en règle générale, l'histoire se déroule toute seule au fur et à mesure voilà, que je l'écris. Mais j'arrive jamais à faire très court en fait. Voilà, donc c'est un peu malgré moi, mine de rien, parce que je préférerais, j'avoue. Donc tu veux me dire qu'en fait, quand tu as commencé Tiziri, tu ne savais pas où tu allais à la fin? Pas du tout. Non, je ne sais jamais comment vont se terminer mes romans. Généralement, je sais comment va se terminer mon roman à la moitié, aux 3/4 du dernier tome. Mais j'essaie de réfléchir, mais je crois que ça ne m'est jamais arrivé de connaître la fin d'un de mes romans en le commençant et même au cours de son écriture. Ben bravo, parce que on a l'impression quand on lit les 2 tomes que en fait tu as rebouclé sur le début du livre en fait, et c'est très très impressionnant. Bravo. Merci. Je vous invite à le découvrir. Paul, tu parlais tout à l'heure de la série Keo, et au début tu m'as dit qu'elle était prévue sur 3 tomes et que maintenant du coup il y en a 2 de mieux qui sont sortis. Oui, Keo, je pourrais en faire d'autres. En fait, c'est des histoires indépendantes à chaque fois. Et je suis dans la fantaisie. Moi, je rentre quand des choses sont confortables. À chaque fois que j'écris de la fantaisie, j'adore ça.
Et c'est ce qu'on me demandait de faire. Donc, je suis payé pour en plus. C'est fantastique. Donc oui, Keo, c'est un petit enfant qui vit au bord d'un lac où tombent des pierres magiques. Et il rencontre une épée enfant comme lui. Une épée magique qui est très bavarde, qui est très vantarde, mais qui découvre ses pouvoirs à chaque tome. Donc à chaque tome, on a un pouvoir supplémentaire. Ça permet de faire avancer la grande histoire tout en ayant une histoire indépendante à chaque fois. Ce qui est difficile quand on écrit plusieurs tomes, je trouve, c'est que souvent souvent quand on écrit un roman, on a des personnages qui ont un problème et qui les résolvent à la fin du récit ou qui ne les résolvent pas et qui évoluent au cours du récit. Et si on doit les reprendre pour une autre histoire, on a l'impression qu'ils ont déjà résolu leur problème, donc il faut leur en trouver un autre. Et donc leur problème de départ n'était pas si important puisqu'ils en ont un autre plus important à régler maintenant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire. C'est pour ça que dans Calam, ils ont un gros problème dès le début et ils ne le résolvent pas au premier. Voilà, ils sont en train de le résoudre, mais il leur faudra bien 2 tomes pour y arriver. Ça me va bien. Simplement, je n'avais pas la place dans un seul tome pour qu'ils arrivent à résoudre tous leurs problèmes. Ils en ont beaucoup, il faut dire. Ah oui, dans Calam, ils en ont beaucoup. Hein. Ça, pour le coup, ils en ont pas mal. Et puis, ils s'en créent eux-mêmes aussi, à un moment donné. Hein. C'est-à-dire que tu disais, Thomas, que toi, tu en crées et que les lecteurs t'ont poussé à créer pour Dylan. Là, Paul, il n'a pas eu besoin. En fait, je pense que... On dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais les histoires n'ont pas de gens heureux. C'est ça, là, pour le coup. On va peut-être passer sur les processus d'écriture. Thomas, justement, est-ce que tu as un processus particulier? Est-ce que tu as une routine, des habitudes, quelque chose qui fait... Ou est-ce que tu te raccroches à tes personnages? Qu'est-ce qui fait que tu écris justement des séries? Moi, je suis exactement un jardinier également. C'est-à-dire que, comme c'est des enquêtes policières, donc j'écris le dernier chapitre. Parce que c'est la résolution finale. Donc, au moins, comme ça, je sais comment se termine mon roman. Donc, et puis, comme à chaque tome, j'emprunte les codes du polar d'un pays particulier. Donc, le tome 1, on est plutôt sur de la Catacristie. Donc, il y a une grande scène où ils sont tous dans la même pièce. Et puis, il y a Jim qui passe de suspect en suspect, comme Hercule Poirot. Donc, il a fallu que je travaille justement le dialogue là-dessus. Et quand j'écris le roman, donc j'oublie ce chapitre-là, mais inconsciemment. Donc quand j'arrive à cette scène-là, je dis mais il y a des choses que je n'ai pas écrites en fait. Donc je fais les raccords maquillage. Donc j'essaye je ripolline un peu. Je fais bon alors ça j'en ai pas parlé. Donc où est-ce que je pourrais en parler? Donc j'essaie de remonter dans les différents chapitres. Mais voilà donc j'essaye de faire ça et quand on fait une boucologie avec 2, 3, 4 tomes, il faut se souvenir de ce qu'on a fait sur les tomes précédents. Donc maintenant, je suis devenu assez carré, et encore, c'est plutôt un losange, hein, mais j'essaye de faire une fiche personnelle en disant il est arrivé ça. Mais des fois, il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce qui leur est arrivé déjà quand ils étaient à Boston? C'est oh merde, ok, bon, j'essaie de raccrocher les wagons comme je peux. J'y arrive très bien parce que j'ai de très bons bêta lecteurs qui me disent non mais ça a jamais existé donc ça serait très bien que tu me l'enlèves. Mais comme tu peux pas réimprimer le tome 1, donc il va falloir que tu fasses quelque chose. Donc voilà, donc j'essaye de rajouter, de modifier des choses, mais c'est un peu le problème de nous jardiniers, contrairement aux architectes. Sébastien Manotte, avec qui j'ai écrit Les Mystères Fantastiques de Paris, il est architecte. Et donc, quand je commence à écrire un chapitre et que je pars en freestyle totalement, il me dit non, mais tu me finis le chapitre et tu essayes de. On a un synopsis, je te rappelle, tu as un synopsis, tu l'écris, on s'est emmerdé à l'écrire, donc tu le suis. Et donc, je suis obligé de raccrocher comme je peux. Et alors, pour lui, ça lui donne un peu plus de fantaisie parce que, comme très carré, voilà. Et moi, je rajoute des mauvaises herbes un peu de temps en temps. Voilà. Mais c'est ça qui fait le sel, parce qu'on se dit, y a des situations qu'on n'avait pas prévues, et notamment sur le tome 4, j'étais complètement bloqué. J'étais bloqué pendant près de 3 mois pour l'écriture. J'avais beau faire de la méditation. Alors les copines autrices, c'est génial. Elles me donnent des tas de trucs possibles, imaginables. Tu fais de la méditation, tu fais du jogging, tu fais de la cuisine, tu te regardes des séries, enfin voilà, mais ça marche pas. Pour moi, en tout cas, ça marche pas. Et en fait, il a fallu qu'un jour, en prenant ma douche... Voilà, c'est le déclic. J'ai eu le déclic, ça m'a complètement débloqué, mais c'était absolument pas prévu et ça a même apporté un plus à l'histoire. Ça nique complètement la fin de ce que je pouvais imaginer pour la fin de la saga, mais c'est pas grave. Je me dis, si pour ce tome-là, ça a marché,
peut-être que pour le reste, ça va apporter une autre saveur. Donc c'est plutôt, je prends ça plutôt comme un cadeau que pas forcément un cadeau empoisonné. Alexiane, tu disais que tu étais toi aussi jardinière. Pourtant, là, tu viens de reprendre Kael. Et alors, si tu veux bien nous développer un petit peu l'histoire de Kael, c'est un spin-off de Tiziri. Là aussi, tu es partie complètement en jardinière ou tu t'es raccrochée à ce que tu avais raconté dans Tiziri? Kael, c'est un peu un alien dans ma façon d'écrire parce que c'est le tome 1 et une partie du tome 2 de Tiziri qui sont vus du point de vue de ce personnage, donc Kael. Donc en fait, je ne pouvais pas dévier du plan de base parce que forcément, je ne peux pas réinventer ce qui s'est passé dans les 2 tomes de Tiziri. Par contre, en fait, tout ce l'intérêt d'écrire ce roman, c'était de pouvoir avoir les pensées de mon personnage, Kael, de pouvoir aussi expliquer plein de choses qu'on ne savait pas, un petit peu les coulisses finalement de Tiziri, tout ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle ne savait pas non plus. Et même en étant obligée de suivre le plan, entre guillemets, de mon histoire, j'ai quand même beaucoup dévié dans le sens où je me suis... on va dire fait plaisir dans les flashbacks du personnage qu'on n'a jamais su, voilà, plein de choses qu'on ne sait pas en fait. Je me suis vraiment amusée dans toutes les parties qu'on n'avait pas vues du tome 1 et 2, mais je me retrouve beaucoup aussi dans ce qu'a dit Thomas, dans ma façon d'écrire. Alors, peut-être pour les gens qui n'ont pas lu Tiziri, alors Tiziri, c'est le livre est raconté du point de vue de Tiziri. Du coup, c'est elle qui raconte l'histoire. Enfin, c'est derrière elle qu'on suit l'histoire et qu'on raconte l'histoire. Et Kael, du coup, c'est un des personnages qu'elle rencontre dans Tiziri. Donc, je ne vais pas vous spoiler. Et du coup, c'est raconté de nouveau de par ce personnage. Et ça revient sur l'histoire, la première histoire qu'on a découvert, en fait. C'est ça. Je pense que c'est assez intéressant parce qu'on a un prisme quand même complètement différent. Et ça apporte vraiment quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je pense que la preuve en est, c'est que je n'aime pas reprendre des univers que je connais déjà. Donc, j'ai écrit Kael avec plaisir. J'avais vraiment envie d'exploiter ce personnage parce que je savais que j'allais faire quelque chose de nouveau. Du nouveau avec du vieux. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà. Donc, ouais, je me suis vraiment amusée à l'écrire celui-ci. Paul et Thomas, vous avez déjà fait des spin-offs ou des histoires qui reprennent un univers dans lequel vous avez déjà écrit? Moi, ça va être rapide, non. Pas... mais en fait, j'y ai pensé plusieurs fois, mais une fois, je suis un peu comme toi, une fois que j'ai exploré un univers et terminé un roman, j'ai envie d'en écrire un autre. J'ai plein d'idées là, qui me remontent dans le ventre et je me dis, mais en fait, elles m'intéressent plus que de refaire quelque chose que j'ai déjà vu. Et pourtant, j'y ai pensé. On m'a dit, mais tu ferais pas une suite au 7e Guerrier Mage parce que c'est bien vendu, ça a bien marché. Oui, mais bon. Prends, hein. Moi, non. Mais oui, mais non, j'ai pas envie. Et oui, j'y ai pensé. J'ai essayé de réfléchir à une nouvelle histoire. Et à chaque fois, j'avais une autre histoire plus intéressante qui me venait et qui était dans un tout autre univers. Donc peut-être que ça reviendra un jour. Je vais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. J'ai un peu soif d'ailleurs. Mais pour l'instant, non, ça m'attire pas. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à écrire des multilogies aussi. Alors moi, j'ai réussi à le faire pour Cupidon Mortel. Il y avait un personnage, Glenn, qui est le barman d'un bordel à New York, où ce personnage-là, qui est pourtant assez secondaire dans Cupidon, j'avais plein de lecteurs, et notamment de lectrices, qui me disaient ouais, c'est un personnage donc déjà gay, il faut remonter à ce bouquin qui a 10 ans, donc ce n'était pas la folie de la romance gay qu'on peut avoir actuellement. Et on m'a dit, pourquoi pas, est-ce que tu pourrais faire, est-ce que tu as des idées sur ce spin-off? En fait, j'avais tellement eu de demandes, que moi, là, pour le coup, je suis faible. Et j'étais assez attaché par ce personnage, pourtant, qui est assez secondaire. Et donc, j'ai raconté l'histoire de comment il est devenu vampire. Et donc, ça a commencé comme ça. J'ai fait 2 tomes. Maintenant, c'est en intégral chez Juno Publishing, où j'avais vraiment envie de raconter cette histoire. Et pour le coup, ce n'était pas prévu dans le tome 3 de Drake Carter, mais je réutilise effectivement les 2 personnages qui sont dans Apollon Mortel pour agrémenter l'histoire. Et justement, ça c'est devenu un peu plus fluide. Et il manquait justement quelques petits twists pour
pour l'histoire, mais après, oui, c'est assez difficile de raccrocher justement les wagons quand on a quand on fait un spin-off, quand on est en train d'écrire le tome 3 en même temps, et c'est assez compliqué, malgré tout. C'est intéressant, l'exercice est assez intéressant, justement, de voir comment une histoire sur un autre prisme, c'est très intéressant, mais pour raccrocher les wagons, c'est encore plus compliqué. Alors, vous n'êtes pas que des auteurs de séries, vous avez aussi écrit des one-shots. À quel moment vous décidez justement de faire un one-shot ou de faire une série? C'est plutôt, toi tu disais que c'était plutôt ton leitmotiv, en fait, c'était plutôt sur du one-shot. Alexiane, je sais que tu as fait Sphère en one-shot et tu viens de dire qu'il y avait donc un autre one-shot qui sortait. Je vous laisse... à quel moment vous allez décider ça? Si vous partez sur du one-shot ou si vraiment l'histoire vous permet de continuer? Ouais, je pense que je vais être décevante parce que je décide pas, en fait. Comme je construis mon univers au fur et à mesure, je vais pas forcément me rendre compte tout de suite de combien de temps l'histoire va me prendre, en fait. Jusque-là, Les Ailes d'Émeraude, Le Secret de Lomé, 200 d'écumée de glace, il m'a bien fallu 3 tomes pour les écrire. Et encore 200 d'écumée de glace, j'avais pas pu répondre à toutes les questions, donc j'ai fait une duologie qui est un préquel qui se passe 20 ans avant pour expliquer. Mais pour la Sphère, c'est un petit peu différent. Déjà, c'est pas du tout le même genre de ce que j'ai écrit d'habitude. C'est un thriller décoré de science-fiction, en fait. Et l'intrigue, pour le coup, je l'avais vraiment très vite en tête. J'ai très vite eu le plot twist en tête. Je savais ce qui allait se passer, ce qui allait faire basculer l'histoire. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'en écrire beaucoup. Au contraire, même la Sphère est assez court. C'est un one-shot qui n'est pas très très long. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs un de mes préférés, parce que je me suis vraiment éclatée du début à la fin en l'écrivant. Je n'avais pas eu besoin de d'écrire de suite ou quoi que ce soit, et du début à la fin ça a été un plaisir, mais j'ai pas tellement décidé. Le seul où je me rappelle m'être dit c'est hors de question, je ferai pas plus de 2 tomes, c'est pour Tiziri, et je sais pas comment ça a marché, mais ça a marché. Voilà, j'étais contente, mais sinon je décide pas, en fait. Je me plie un petit peu à jusqu'où va aller mon histoire finalement. Tu laisses parler ton imagination. Ouais, c'est ça, complètement. Pour moi, écrire un roman, c'est un peu comme construire une cathédrale et faire un puzzle. On a l'impression que ça va être immense au début, mais en fait, on avance petit morceau par petit morceau et tout se tient à la fin. On a l'impression que là, dans Calam, il y a 2 personnages principaux, mais en fait, il y a au moins 30 ou 40 personnages dans ce roman. Et une fois qu'on a construit sa belle cathédrale, on a passé des années dessus, elle nous paraît très belle, tout se relie. Pourquoi est-ce que je ferais un bout à côté de la cathédrale qui va gâcher la beauté de tout ce que je viens de faire? Pourquoi est-ce que mon puzzle est terminé? Je vais pas en mettre un côté. Enfin, tu vois. Et donc, il y a des puzzles de 1000 pièces, il y a des puzzles de 5000 pièces. Et comme dit Alexiane, on n'a pas vraiment choisi. On a une histoire qui est grande ou qui est petite. Et une fois qu'on a terminé son puzzle de 1000 pièces, il est peut-être très bien, mais on ne peut pas en ajouter une, tu vois. Et ouais, dans Calam, c'est un roman choral. On a une personne qui est emprisonnée et qui raconte son histoire. Et la personne qui l'interroge va interroger d'autres personnes. Donc, on a un mélange entre le présent, où ce conteur va interroger plein de gens qui sont en prison. Et on a ces personnages qui essaient de s'évader dès qu'il a le dos tourné. Et je ne pouvais pas le raconter en un seul morceau. C'était un puzzle de 5000 pièces. Depuis le début, je le savais. Je ne pouvais pas faire un one-shot avec cette histoire. Et... Mais si on me demandait d'écrire un 3e tome, non, c'est bon, j'ai fait le dôme, j'ai fait le toit, j'ai fait mes arcs-boutants, là, je ne peux pas rajouter un morceau, ça s'écroule sinon. Alors, autant sur Calam, je n'imagine pas un 3e tome, ou alors un spin-off qui se passerait peut-être avant, ou quelque chose comme ça, enfin, je n'ose pas imaginer, mais pour le 7e guerrier... je te fais un appel du pied, là. Thomas, toi, des one-shots, c'est quelque chose qui te tente? Alors, dans l'imaginaire, non, parce que comme j'ai une imagination assez fertile, donc j'ai besoin de le mettre sur plusieurs tomes. Mais pour les comédies romantiques, je ne vois pas en faire 50. Je veux dire, c'est une comédie romantique, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est 2 personnes qui généralement se détestent.
vont devoir se supporter, ils vont développer des sentiments, généralement ça ken à un moment donné, et c'est fini. Enfin, je veux dire, je ne vais pas raconter le mariage, je ne vais pas raconter... ça va me faire chier. Enfin, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment ils vont tomber amoureux et comment l'histoire va se développer. Après, tout le reste, je m'en fous complètement. Donc oui, je ne vais pas rajouter... Pour les comédies romantiques, je ne vais pas en rajouter. Ça, c'est sûr. Après, là, j'ai créé un young adulte, j'attends des réponses, mais c'est vrai que là, comme ça a été pour des ados, j'ai préféré que ça soit un one-shot. Pourtant, je commence à réfléchir en disant, et si ça marche, je pourrais potentiellement... Mais non, parce que je pense que ça va dénaturer, comme tu disais, dénaturer l'œuvre. Et quel rebondissement je vais apporter, quelle autre histoire, quelle autre galère je vais pouvoir leur apporter à ces pauvres gamins. Donc je me suis dit, non, honnêtement, ça ne sert à rien, même si on me le demande, je pense que là, je serais fort et je dirais non. Mais je pense il va vraiment falloir que j'y croie. Vraiment. Paul et Thomas, vous avez un autre point commun, c'est que vous avez écrit à 4 mains. Paul, tu as écrit 14-14. Si vous ne l'avez pas lu, 14-14, hein, je vous le conseille. Moi, j'ai découvert Paul par ce livre-là, sans savoir qu'en fait, je le connaissais déjà. Bon, ça, c'est autre chose. Et là, tu en as un qui sort avec Lily. C'est une BD. C'est une BD qui sort avec Lily Badage. Et donc, ils sont en bas, hein, les livres. Et toi, Thomas, tu écris avec ton compagnon. Alors, tu disais tout à l'heure, Thomas, on va commencer par toi. Tu disais tout à l'heure que lui, il était architecte et que toi, tu étais jardinier. Comment tu gères, comment vous gérez à tous les deux les petites divergences, les petits conflits d'intérêts? La menace du divorce. Enfin, surtout lui. Surtout lui. Non, mais en fait, c'est assez intéressant parce que, comme je disais, lui, il est assez architecte et tous ces romans qu'il a pu écrire et publier, c'est vraiment, il fait chaque chapitre, il sait ce qui va se passer et pour lui, c'est très rassurant. Il veut pas dévier ni rien. Et moi, voilà, comme je suis assez jardinier et que je laisse libre cours à mon imagination, c'est assez compliqué effectivement de trouver un équilibre. On a réussi à trouver un équilibre parce que généralement quand on écrit à 4 mains, enfin en tout cas la majorité des gens, c'est 2 personnages principaux. Il y en a un qui fait un chapitre, l'autre qui fait le deuxième, il fait soit sur un point de vue d'un personnage et l'autre fait sur le deuxième point de vue du deuxième personnage. Nous, pas du tout. Vous ne pourrez pas déceler qui a écrit le passage en fait. Parce que lui, il écrit, moi je vais passer par derrière. Je veux dire, je vais peut-être rajouter cette description, je vais rajouter ça, je vais rajouter une vanne que j'ai envie d'écrire et que je sais que ça va faire sourire. Et lui, c'est pareil, il dit non, mais cette description elle est un peu trop longue, on va un peu la gommer. Donc, ce qui fait que voilà, on se complète là-dessus. Et petite anecdote, c'était dans le tome 2. Je commençais à écrire un personnage, enfin une scène. Et là, c'était 20h, il fallait manger. Et donc, je laisse en plan. Mais littéralement, je sauvegarde. Je sauvegarde et je vais faire à bouffer. Et le lendemain, il reprend le fichier et je m'étais arrêté en plein milieu d'une phrase. Le chapitre n'est pas terminé, mais vraiment, il n'y avait même pas un point, je crois qu'il n'y avait même pas il y avait le sujet, il n'y avait même pas le verbe. Enfin. Et il me dit, tu te démerdes. Je ne sais même pas ce que tu as voulu dire, c'est même pas dans le synopsis, tu te démerdes. Et j'ai fait, non, mais si, je ne sais pas trop. Il fait, non, si, je vais faire autre chose. Et donc, il m'a forcé à le terminer et justement à raccrocher ce que je disais tout à l'heure, raccrocher les wagons pour qu'ils puissent reprendre là où on avait imaginé tel ou tel rebondissement pour Louise ou pour Paul pendant septembre 1889, parce que ça se passe pendant la belle époque. Mais voilà, on essaye de faire ça. Et ensuite, on se partage les rôles. Moi, je suis pas historien à la base, mais j'aime beaucoup l'histoire. Donc, je fais toutes les recherches historiques parce que quand on écrit un roman justement sur un moment comme celui-ci, j'essaye de coller au plus près de la réalité. J'ai même téléchargé le petit journal pour voir quelle était la météo à tel jour. Oui, je suis taré. Mais parce que je cherche la crédibilité pour le coup. Même si on est avec des personnages imaginaires, je trouve que le fond est quand même assez important. Et lui, il a fait tout ce qui était les mœurs, tout ce qui était la décoration, tout ce qui était les costumes. Donc on s'est complété là-dessus. On a chacun fait ce qu'on aime dans la vie.
Mais ça a apporté une symbiose assez sympathique. Le tome 3, on est en train de l'écrire. Et ça sera la fin de la trilogie, pour le coup. Parce que lui, il aime quand ça se termine, il n'aime pas quand ça se poursuit. Donc, il m'a dit, ça sera 3 points. D'accord. Donc là, pour le coup, je fais oui. Mais c'est vrai que ça apporte un nouvel aspect que je n'avais pas forcément, c'est-à-dire me cadrer, et lui apporter un petit peu plus de folie qui lui manquait peut-être dans sa façon de voir une intrigue. Paul, tu travailles comment? Alors, tu as fait 2 livres à 4 mains, avec Silène, avec Lily. En fait, j'en ai fait encore plus. Ah Avec Silène, j'en ai fait 2,5. Il y a Lune Rousse aussi qu'on a écrit à c'est vrai, il y avait une rousse, oui. Et il y a La Dame des Murs où j'ai écrit 4 lettres qui sont à l'intérieur du livre, mais le reste, c'est Silène. Et avec Lily, on a écrit effectivement la BD, mais on a écrit aussi 4 petits bouquins méloméliés chez Scrinéo. Et en fait, ça se passe pas du tout de la même manière. 2 auteurs ont chacun leur méthode. Et si on change un des 2 auteurs, ça change totalement de méthode. Avec Silène, c'est un peu ce que tu disais, on s'était répartis 2 personnages, chacun a écrit un chapitre alternativement. Avec Silène, on est un peu tous les 2 pareils, c'est-à-dire qu'on n'est pas des vrais jardiniers ni des vrais architectes, c'est-à-dire qu'on prévoit à l'avance une trame et puis on la suit pas du tout. On n'est pas discipliné. Donc à chaque fois, on se disait alors je vais écrire mon chapitre, regarde, je te téléphone, je te dis ce que je vais mettre dans le chapitre. Ok, tu valides, c'est d'accord. Mais j'écris totalement autre chose. Et après, j'envoie le chapitre. Désolé, c'est vrai que j'ai un petit peu dévié. Est-ce que ça te va? Mais comme elle faisait pareil, on s'entendait bien. Et avec Lily, c'est encore différent. Généralement, c'est Lily qui écrit carrément le premier jet. Et moi, j'aurais écrit presque tout. Parce que elle, les corrections, ça l'intéresse moins. Elle est moins dans le détail. Par contre, elle adore construire une histoire. Et donc, c'est pas du tout le même fonctionnement, quoi. Je réécris presque tout. Je rajoute plein de blagues. Et après, elle repasse derrière. Elle peut lécher, mais enfin... C'est vraiment comme ça que ça se passe. Elle écrit et je réécris. Je pense que si je travaillais avec une 3e personne, ce serait encore une 3e méthode. Ce qui est vraiment amusant d'écrire à 2, c'est que c'est jamais pareil. C'est vraiment quand on découvre l'écriture de quelqu'un, on la découvre vraiment quand on écrit avec lui, et la façon dont il ou elle travaille. Et je suis pas contre faire un roman à 4 mains avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes partant, je me noterai pas. Justement, tiens, Alexiane, un roman à 4 mains. On est en train d'en écrire un avec une amie, donc Maddy Plume, elle est d'ailleurs sur le salon. Et c'est vrai que je rejoins, c'est vraiment super intéressant. Alors nous, ça fait plus cadavre exquis, j'avoue, parce qu'on est toutes les 2 très jardinières, on a pratiquement la même méthode. Et comme on sait toutes les 2 pas du tout où va notre histoire, on a chacune un personnage. Et à chaque fois, on écrit un chapitre et c'est un peu, on reprend un petit peu ce que l'autre vient d'écrire et on poursuit. Ça fait, cette espèce de gros cadavre exquis roman. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ouais, pour l'instant, on s'amuse bien. Mais c'est vrai que c'est pas du tout... c'est tout à fait une autre façon de fonctionner. Et je pense qu'en fait, d'ailleurs, c'est en demandant un petit peu à ceux qui avaient déjà fait des 4 mains comment ils fonctionnaient. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment une seule méthode. À chaque fois, chaque écrivain, avec son équipier, il trouve un peu la méthode, le fonctionnement qui leur convient. Et je trouve ça super intéressant. À Agitwise, par exemple, aussi, c'est intéressant de voir comment il fonctionne, etc. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment. C'est en cours. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir parce qu'on est très occupés toutes les 2. Mais on s'est lancé en tout cas. On va rester sur toi, Alexiane. On va aborder peut-être un petit peu les thématiques. Dans Tiziri, tu avais une thématique sur la nature, sur l'impact de l'homme. Est-ce que tu vas continuer dans ces thèmes-là ou est-ce que chaque roman, c'est un thème particulier qui t'inspire? Oui, alors Tiziri, c'est particulièrement axé sur le côté écologique, effectivement. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Mais je pense que c'est quelque chose qui se retrouve plus ou moins dans tous mes romans, en tout cas dans ceux qui sont fantastiques, dans ceux qui se passent sur Terre. De ce temps d'écume et de glace aussi, on voit l'impact de l'homme sur les océans, la surpêche, etc. Je ne l'ai pas autant développé que dans Tiziri. Mais oui, je suis très, très... j'aime beaucoup la nature, je suis assez écolo. J'adore les animaux, d'ailleurs c'est quelque chose aussi qui se retrouve parce qu'il y a toujours des animaux dans mes romans, etc. Souvent avec des relations d'ailleurs très, très liées avec les personnages, le héros et l'héroïne.
Après, je change tout le temps d'histoire, de contexte, de personnages, de façon d'écrire. Moi, mon nouveau aussi, c'est aussi un roman choral. C'est la première fois que j'écris cette façon-là. J'aime bien écrire, changer, me mettre des petits défis, essayer d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a certains thèmes, certaines thématiques, certaines choses qui reviennent parce que ça me tient à cœur, quoi. Donc ça revient souvent dans mes romans. Est-ce que vous avez des thèmes, vous, particuliers, qui reviennent régulièrement ou quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez essayer de transmettre systématiquement? Paul ou Thomas? Ok, je te laisse un peu de temps. En fait, je me suis jamais dit je vais écrire là-dessus ou j'aime tel type de thème. J'écris des romans et après je les regarde, je me dis tiens, je dois bien aimer ces thèmes-là parce que en fait, je les écris souvent. Je m'aperçois que le thème de l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui traverse tous mes romans, dès le premier jusqu'à Calam. Le thème des relations filiales m'intéressait pas trop jusqu'à ce que j'ai des enfants, et là maintenant ça m'intéresse beaucoup, à la fois du point de vue de l'enfant, à la fois du point de vue des parents. Et puis peut-être que je vais découvrir d'autres thèmes, je vais me relire, je vais essayer d'en trouver d'autres. Mais c'est pas une volonté marquée de me dire je vais parler de ça en fait. Tu as des idées qui te viennent, elles viennent toutes faites, et tu écris tout ton roman, tu as l'impression que tu as suivi ton inspiration, que tu sais pas où tu vas, et à la fin tu t'aperçois que tu es resté au même endroit que la dernière fois puisque tu as traité à peu près les mêmes thèmes. Mais je pense qu'on n'y échappe pas finalement. L'écologie aussi, c'est un thème que j'aime beaucoup. On n'y échappe pas, c'est notre personnalité, c'est ce qui fait que notre roman ne ressemble à aucun autre, c'est nous qui l'avons écrit, avec ce qui nous touche, ce qu'on a envie de transmettre, d'exprimer. Donc ces thèmes-là, je pense qu'ils reviendront. Et peut-être que comme on vieillit et on a d'autres expériences dans la vie, peut-être que d'autres thèmes apparaîtront. Je dirais la stupidité des gens. J'aime beaucoup pointer les incohérences que l'humain peut avoir. Chaque fois, dans les personnages secondaires que je peux écrire, il y a toujours une dichotomie entre ce qu'ils pensent être et ce qu'ils font réellement, un peu comme tout le monde. Voilà, dire qu'on est... j'ai des collègues qui se disent j'adore l'écologie, mais qui prennent l'avion pour toutes les vacances scolaires et qu'ils viennent en voiture au lycée, voilà, mais ils adorent l'écologie. Non, si tu aimes bien l'écologie, tu montres que... voilà, donc c'est vrai que j'aime bien titiller ça. Et le point commun que j'ai peut-être dans tous mes romans, c'est que j'ai toujours deux personnages. J'ai un Auguste Blanc et j'ai un clown, où j'ai toujours quelqu'un qui est assez sérieux et l'autre qui fait les pires conneries possibles, imaginables. Que ce soit dans Drake Carter, dans Murder ou dans les Mystères Fantastiques. C'est vraiment ça. Il y a vraiment quelqu'un qui est droit comme la justice, machin, et l'autre qui fait les pires conneries possibles. Un architecte, un jardinier. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc c'est plutôt la façon de construire les personnages, mais qui sont pourtant tous différents. Mais c'est vrai que le duo, ce duo comique-là, je le refais assez systématiquement. On va passer maintenant peut-être au dernier point. Je vais vous demander de présenter vos nouveaux romans, ceux qui vont sortir bientôt. On retrouve cette duologie dans Noël imprévu avec Monsieur Parfait. C'est une nouvelle de Noël où, comme j'aime ça, donc forcément, je me tape tous les téléfilms de TF1, de M6, de chez Hallmark à partir du 14 octobre de cette année, par exemple. Donc j'ai un disque dur avec plus de 150 téléfilms. J'essaie d'arrêter, mais je peux pas. Donc, ce qui fait que là, j'avais envie d'exploiter le petit copain fake. Et je me suis dit, voilà, je vais avoir un personnage qui ne sait jamais dire non à son patron, donc il va dire oui pour une convention d'architectes dans un bled paumé de l'État de New York. Et dans le train, il tombe sur le cousin de sa meilleure amie qu'il déteste, mais viscéralement. Il appelle Monsieur Parfait parce que pour lui, tout est parfait. Il a une vie parfaite, il a un petit copain parfait, il a une maison parfaite. Mais en fin de compte, il se rend compte que ce type est un vrai loser. Et donc, il arrive au quai de la gare et il doit présenter son nouveau petit copain, mais sauf qu'il l'a largué. Et donc, le personnage, Mac, décide
parce que Brad lui fait vraiment de la peine, donc de se faire passer pour le petit copain fou amoureux de lui, mais franchement, ça ne va pas passer comme prévu, parce que entre la convention d'architecte de décoration qui doit assister et faire un atelier et jouer les petits copains, ça va pas le faire. Donc, mais on a encore cette forme de duo, effectivement, de personnages un peu rigides et l'autre un peu foufou. Alexiane, tu peux nous parler un petit peu de l'Empire des Ouragans? Oui, donc l'Empire des Ouragans, c'est une duologie. J'avoue, j'ai surfé sur la vague du dragon. Bon, alors, pour être parfaitement honnête, j'adore les dragons. Dans Le Secret de Lomé, il y en a et tout ça. C'est toujours un thème qui m'a plu. Et en lisant Force Wing et tout, ça m'a complètement replongée. Et j'avais cette histoire en tête un petit peu. Et donc, j'ai commencé à l'écrire. Donc, c'est un roman choral. On a 2 continents qui sont en guerre depuis des décennies. Le continent de Tavear qui maîtrise les ouragans, parce que c'est un monde où il y a beaucoup de tempêtes et d'ouragans. Dans le continent de Tavear qui maîtrise les ouragans, parce que les 4 ducs qui règnent sur le continent, chacun peut maîtriser une forme des intempéries grâce à une émotion, donc la colère, la joie, la peur, la tristesse. Et Shamar, mon héroïne, fait partie de la maison de la colère, mais elle n'a aucun pouvoir. Et du coup, comme sa famille la considère comme étant inutile, ils vont se servir d'elle pour conclure une alliance de paix avec le continent voisin, donc Finéar, dont ils ne connaissent rien finalement, parce qu'ils ne peuvent pas traverser une barrière de l'océan qui les sépare. Et Shamar va partir sur ce continent-là sans savoir ce qui l'attend, et surtout en se rendant compte qu'il y a des créatures sanguinaires qui pourraient vraiment mettre en danger sa vie, tout en se rendant compte aussi que les ducs ont quelque chose derrière la tête pour nuire à son continent d'adoption. Et toi, Paul, donc du coup, ta nouvelle sortie, c'est pas de la magie? Oui, alors c'est pas du tout de la fantaisie, puisque ça s'appelle C'est pas de la magie. Ça me change un peu parce que je n'écris que des romans où il y a de la magie d'habitude. Là, c'est une BD sur la science. On a une petite héroïne, Emma, qui est la plus forte dans son collège en sciences, physique, chimie, biologie et mathématiques. Et au départ, c'est une série qui est sortie dans la revue L'Éléphant. À chaque fois, c'était 8 pages de BD. Et on en a fait un album complet. Et en fait, dans son quartier, il y a toujours des gens qui ont des problèmes. Il y a un incendie, il y a un chien qui est enfermé dans une cave. Et avec des moyens simples, en utilisant les sciences, souvent la physique, parfois la biologie, elle va résoudre ses problèmes en mettant un masque, en s'appelant Super Emma et en faisant croire qu'elle est en se prenant pour une super héroïne. Mais c'est pas de la magie, voilà, c'est de la science. Et à chaque fois, on a une double page pour expliquer le principe scientifique qu'elle a utilisé. Et on peut même faire une petite expérience à la maison pour la mettre en œuvre. Voilà. Elle a son mentor qui est une scientifique de renommée mondiale à qui elle fait un rapport à chaque fois. Alors c'était à la fois pour parler de science, de façon un peu amusante, et aussi pour donner aux petites filles l'envie de suivre des filières scientifiques. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais à part la biologie, où il y a beaucoup de filles, en mathématiques, en physique, en chimie, il y a très peu de filles qui choisissent ces filières, et c'est dommage. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune raison pour laquelle elles ne pourraient pas le faire. Donc, à la fois, on parle de science, mais à la fois, on voulait aussi donner aux petites filles l'envie de faire ça, quoi, en donnant un personnage qui les amuse. Merci à tous les 3 pour cette participation à cette table ronde. Vous pouvez retrouver les romans de nos auteurs invités, Thomas, Alexiane et Paul, dans la petite salle avec les autres invités. Et vous pouvez retrouver Maddy Plume, du coup, dans la grande salle. Elle est juste à côté de la porte d'entrée de la grande salle. Voilà. Et par contre, l'Empire des Ouragans a été victime de son succès. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de visite pour les Aventuriales pour aujourd'hui.